Formation aujourd'hui, elle a rapport avec ce qu'on a fait il y a à peu près un an et demi quand on a vu la nouvelle loi qui est sortie en 2022. La raison pourquoi on le répète, parce que au bureau, on reçoit beaucoup, et je vous le dis franchement, les gens sont confus, ils font une confusion entre le concept de double représentation et la cause efficiente de la vente. On pense que des fois, on a un contrat achat avec un acheteur, on peut l'envoyer promener n'importe où. Là, si on se présente devant un courtier inscripteur, là, on a notre garantie qu'il va partager la commission avec nous. C'est ça le problème qui crée en général dans ces alentours-là. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de savoir un peu décortiquer la différence entre double représentation et cause efficiente de la vente. Et c'est ça qu'on a besoin aussi de donner des recommandations, parce que c'est sûr que on ne peut pas obliger les gens à travailler avec des contrats achats quand on travaille avec des clients, mais c'est recommandé fortement, puis c'est pour votre protection en tant que courtier d'avoir des écrits et des contrats avec les clients qu'on travaille avec. C'est pour ça que quand on parle de double représentation, je ne veux pas juste rentrer dans beaucoup de détails. Mais si vous avez remarqué, le mot qu'on utilise ici, c'est le mot représentation qui vient du mot représenter. Alors, il faut savoir un peu c'est quoi représenter un client. Je veux juste aller dans la deuxième clause. Puis avant d'aller plus loin, je voulais juste vous aviser et souhaiter la bienvenue à Pascal Gouvarts qui est avec nous. Merci. Pascal il était formateur et directeur chez une autre grande agence indépendante. Puis là, il joint notre équipe. Alors, il va participer aussi à la formation du bureau. Puis, il Avec va être plaisir. Merci, monsieur. un bon plus pour nous. On vous souhaite la bienvenue, Pascal. Puis, il va intervenir tantôt aussi pour donner quelques commentaires sur la formation qu'on donne aujourd'hui. C'est bien. Alors, le mot représenter, c'est quoi? Ça veut dire qu'avoir un contrat avec un client. Parce que si je ne représente pas un client, il y a des informations qui sont confidentielles. OK? Que peut-être moi, je suis le courtier inscripteur. Le courtier inscripteur, il est en contrat avec le vendeur d'une maison. Alors, ce contrat-là lui permet d'accéder à des informations privilégiées. Si je n'ai pas de contrat, que ce soit avec un vendeur ou avec un acheteur, je ne peux pas dévoiler des affaires confidentielles. La deuxième chose aussi que je perds si je n'ai pas un contrat avec lui, si j'ai un contrat avec quelqu'un, je dois défendre ses intérêts. Alors, je dois le représenter d'une façon à le recommander à aller d'une direction ou d'une autre direction et le guider un peu parce que je travaille comme un conseiller pour cette personne-là. Alors, si je n'ai pas de contrat avec lui, c'est ça que je perds comme privilège. Alors, ça vous donne une idée, juste pour donner un exemple, là, vous n'avez pas un contrat achat avec un acheteur, vous promenez dans votre auto, vous trouvez une maison. Ce que vous devez donner comme information, ça va être trop limité si vous avez un contrat avec lui ou vous n'avez pas de contrat avec lui. OK? Alors, je veux juste vous donner la feuille qui dit euh, les intérêts de l'acheteur, ils vont être défendus si j'ai un contrat avec lui. Mais si je n'ai pas de contrat avec lui, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui donner une opinion objective sur la situation. Disons, je donne des comparables pour des maisons autour de la maison, mais là, si ça vient le temps, c'est ça que l'acheteur a besoin d'avoir. La première question qu'il va vous dire, c'est quel prix que je veux donner, c'est quoi les conditions de la vente que je dois mettre sur la promesse d'achat. Alors, il va être un peu surpris pour dire comme quoi j'ai pas le droit de faire ça. Légalement, on n'a pas le droit de dire mais tel prix ou mais telle autre condition. C'est à lui de prendre la décision. Nous, on va juste remplir la promesse d'achat. Et de biais, selon la loi, si j'ai pas de contrat achat avec mon acheteur qui se promène avec moi pour aller faire des promesses d'achat, je travaille de biais pour le vendeur et son courtier. Puis c'est pour ça, juste, j'ouvre une petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez remarqué sur beaucoup d'inscriptions qu'on prend et on veut faire des promesses d'achat,
Il y a une mention dans l'info collaborateur qui commence à être de plus en plus fréquente que si jamais je parle de contrat achat avec un client, je dois donner le numéro de, euh, excuse-moi, la vérification d'identité, le formulaire de vérification d'identité de mon acheteur au courtier inscripteur. C'est une obligation juste en passant. Si je n'ai pas de contrat, je dois lui donner le numéro du formulaire que j'ai bien vérifié l'identité. Parce que ça tombe à la responsabilité du vendeur et de son courtier de vérifier l'identité des clients s'ils ne sont pas présentés. Alors, c'est ça l'importance pour un courtier, si jamais vous travaillez avec un acheteur, de bien vérifier l'identité de la personne, voir ses besoins et travailler d'une façon à satisfaire toutes ses attentes. Parce que la loi ou pas loi, le client, il s'attend à être bien servi. Mais nous, on est limité, si je n'ai pas de contrat avec mon client, je suis limité à donner un plein service avec cette personne-là. C'est pour ça que c'est très important de vraiment comprendre la différence entre avoir un contrat ou ne pas avoir un contrat. Puis, si j'ouvre une autre parenthèse aussi, puis c'est ça qu'on arrive à entendre beaucoup quand on reçoit des courtiers qui nous appellent au bureau, ils vont dire, ça c'est un client que ça fait des années que je travaille avec. Puis le fait que ça fait des années, je pense que c'est mon client, c'est fidèle et tout ça. Puis là, on tombe dans une autre situation, puis c'est ça qu'on va aborder tantôt avec la cause efficiente de la vente. Il a été voir une visite libre, il a été visiter une maison tout seul, puis après ça, il m'appelle en sortant de la maison. Puis là, il faut que je fasse attention si j'ai le droit d'avoir ma rétribution ou pas. OK? Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Pascal, si tu veux ajouter quelque chose, tu es toujours la Ben, bienvenue, là. Tu peux intervenir n'importe quand. moi, mais t'arrêtes pas de parler, je peux pas te couper la parole quand même. Non, mais tu l'as très bien dit, puis c'est vraiment la notion essentielle ici, c'est le fait que le courtier de l'acheteur travaille pour son acheteur, il protège, défend ses intérêts, il a le devoir de conseil aussi, il peut recommander des inspections supplémentaires, des analyses de plus, il peut même faire un certain travail pour son client, Euh, mais le courtier collaborateur, celui qui travaille sans contrat, tu l'as dit, il travaille de facto pour le vendeur. Et ça veut dire que le courtier qui dit à son acheteur non représenté, donc l'acheteur qui l'accompagne dans sa transaction, tu devrais mettre tel montant ou je pense que c'est négociable ou t'inquiète pas, pendant la présentation, je vais bien défendre tes intérêts. Tout ce qu'il est en train de faire là parle contre les intérêts du vendeur. Si le courtier du vendeur apprend que le courtier collaborateur, donc le courtier sans contrat, est en train de donner des conseils qui vont à l'encontre des intérêts de son client, il pourrait très bien porter plainte à l'OACQ parce que déontologiquement, c'est pas correct. Donc, même dire tu devrais pousser plus loin tes inspections, moi je te recommanderais de faire une analyse supplémentaire. C'est des choses qu'on ne peut pas faire avec un acheteur non représenté parce que ça dépasse les limites ou le cadre de ce qu'on peut faire et ça irait à l'encontre des intérêts du vendeur. Donc vraiment, moi je vois aucun intérêt pour un acheteur à ne pas signer de contrat d'achat. C'est bien. Excellent. Alors, si vous avez un contrat avec votre client, c'est ça qui est sur la page qui est affichée maintenant, alors vous êtes lié avec un contrat achat écrit qui donne la limite aussi du prix, qui donne la limite de type de propriété que vous cherchez pour lui. Ça vous donne un accès à défendre les intérêts de votre client, mais il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, OK? Puis c'est là où peut-être des fois on tombe. Le lien juridique, quand on a un contrat achat, c'est un lien entre moi et mon client. Environ le tiers de l'encours des prêts hypothécaires. Les ménages qui ont choisi un taux variable sont définitivement... Tu me permets, Reynald? OK, merci. Alors, le lien juridique qu'on parle, c'est un lien entre acheteur et courtier, son propre courtier. C'est là où ce qu'on va voir aussi dans la cause efficiente de la vente, c'est quelque chose qui est très clair, puis il faut faire attention à ça. Alors, la rétribution qui est prévue au contrat de courtage achat, c'est ça que j'ai le droit de réclamer.
Cette rétribution, si vous remarquez dans la clause 6.2 de votre contrat, c'est une rétribution qui pourra être modifiée parce qu'elle va être réduite. Si j'ai un montant que je réclame de la fiche descriptive via le contrat vente de la propriété, alors si le courtier inscripteur m'accorde 2% sur la commission, s'il m'accorde 1,5%, c'est le montant que j'ai avec mon acheteur, elle va être réduite de ce montant-là. Puis j'ai le droit de réclamer la différence. Ça peut être par annexe R si je veux que le vendeur le paye, ou ça peut être par une facture qu'on prépare au bureau si jamais on veut que l'acheteur paye, que ça va être réglé chez le notaire. Alors ça, c'est des petits détails, c'est des détails techniques, mais l'important, c'est l'idée, c'est que la réclamation de la rétribution, normalement, c'est avec l'acheteur, mais elle peut être réduite si jamais il y a quelque chose qui est offert de l'autre côté. Moussa, si tu permets, un petit truc, parce que des fois, il y a des courtiers qui me disent, j'ai un peu de mal à faire admettre à mon acheteur qu'il y aura une commission à payer, parce que traditionnellement, c'est toujours le vendeur qui la paye. En fait, dans la vraie vie, nous, on le sait, c'est comme chez le concessionnaire automobile, c'est inclus dans le prix de l'auto. Donc, on sait très bien que l'argent que le vendeur va remettre à son courtier, c'est l'acheteur qui l'a mis sur la table chez le notaire. Mais techniquement, il n'a pas de facture à son nom. Ici, on pourrait peut-être vérifier quelle est la commission moyenne dans le secteur. Donc ça, c'est pas compliqué. On va dans Matrix, on fait une petite analyse, on regarde sur les 50 dernières inscriptions qui sont inscrites dans le même modèle de maison et on regarde la fiche du courtier et on regarde quelle est la commission, on fait simplement une moyenne. Si on voit que la moyenne est de 2 et qu'on prend un contrat d'achat à 2 aussi, mais on peut éventuellement rassurer notre client ou lui montrer les démarches qu'on a faites et lui dire, mais la loi à 6.2 du contrat a prévu quelque chose d'intéressant pour vous, c'est que quelqu'un d'autre paye la commission que vous me devez à votre place. Parce que dans le fond, euh, si quelqu'un d'autre veut me payer la commission, ici en l'occurrence c'est le partage de la rétribution avec l'autre courtier, et que ce montant-là est égal ou supérieur à ce que je vous réclame, mais vous ne me devrez rien. Donc 2 moins 2 égale 0. C'est le fun, je vais travailler pour vous gratuitement. Donc il faut, le 6.2, c'est toujours la clause que j'appelle la clause meilleur ami. C'est celle qui facilite la signature des contrats parce qu'à partir du moment où le courtier la contrôle bien et peut bien l'expliquer à son client, ça coûte presque plus rien de faire affaire avec un courtier, même si on écrit 2-3% à cet endroit-là. C'est ça. C'est excellent. Puis une chose que je dois aussi mentionner, puis ça nous est arrivé de voir quelques contrats. Des fois, le courtier, pour sécuriser ou pour donner un peu, réconforter son client, il va mettre rien dans cette case-là, le montant de la commission. Aussitôt qu'on met rien, même si notre contrat est signé, il est annulé automatiquement parce qu'il n'y a pas de montant qui sera réclamé. Alors, nous devons obligatoirement et légalement mettre un montant dans la case 6.2 pour dire la commission qu'on peut réclamer si jamais on est impliqué dans une transaction avec notre client. Si jamais ça arrive, puis là ça arrive à un courtier inscripteur, puis on ne va pas rentrer dans beaucoup de scénarios, ça arrive qu'on n'a pas de contrat achat, un acheteur se présente à une visite libre, il nous appelle directement, on pose la question, est-ce que vous avez un contrat avec un autre courtier, puis là il vous dit non. À ce moment-là, vous devez lui mentionner comme quoi vous devez le traiter d'une façon équitable. Et c'est là la définition légale du mot traitement équitable, puis je m'excuse là, j'ai mis le mot équitable avec un E majuscule, accent aigu, parce qu'on veut être sûr, là, c'est quoi équitable, ça veut dire quoi? Alors, c'est fournir de manière objective de l'information sur l'ensemble des faits pertinents à la transaction, ainsi que les droits et obligations de toutes les parties. Alors, c'est des informations générales qu'on doit mettre, comme donner des recommandations pour l'inspection, financement, remplir les formulaires et tout ça. Mais là, quand on rentre dans les informations privilégiées, on ne peut pas le faire parce que là, on ne peut pas être représentant légalement pour deux parties dans une seule transaction, sinon on va être en conflit d'intérêts. Alors, c'est ça l'idée qu'on veut retenir. Puis là, ça nous arrive à la deuxième partie qui est peut-être la plus délicate un peu dans notre discussion, c'est il faut ne pas confondre deux idées, représenter un client et cause efficiente de la vente. Pourquoi on dit ça?
Je Moussa, veux mettre la deuxième excuse-moi, partie. Moussa, je veux juste intervenir à propos du traitement équitable. Le traitement équitable, c'est envers toutes les parties, même les parties représentées. Je vous donne un exemple. Donc, ce n'est pas juste l'acheteur non représenté qui a droit à un traitement équitable. Le vendeur, l'acheteur, le courtier de l'acheteur, tout le monde doit avoir le traitement équitable. Par exemple, vous faites une transaction avec un courtier qui commet une erreur dans l'offre d'achat et qui est tout à fait à la faveur de votre client vendeur, mais vous ne pouvez pas profiter de la situation et dire, ben, je pense qu'ils ne l'ont pas vu, mais dans le fond, tu sais, ils ont exclu telle chose ou ils ont inclus telle chose, puis c'est tout à fait à notre avantage. On ne va pas le corriger, on va profiter de l'erreur. Si vous faites ça, vous ne donnez pas un traitement équitable à toutes les parties. Donc, même les parties qui sont représentées, même les courtiers, tout le monde a droit au traitement équitable, c'est la même chose. On ne fait pas de différence qu'il y ait un contrat ou qu'il n'y ait pas de contrat. Et ça, c'est un engagement légal. Hein. C'est juste, on parle Oui, toujours de oui. ce qui est légal devant les gens qu'on fait. Alors, dans votre contrat achat, j'ai juste pris, je ne sais pas si c'est clair aussi pour tout le monde, cette partie-là que j'ai sur le fichier PDF. Est-ce que tout le Oui, monde le voit? oui. 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 Alors, si vous mettez ici dans le 7.2, c'est ça qui peut des fois porter euh, confusion chez les courtiers, puis ils pensent là, ma garantie est là pour la rétribution. Si vous marquez dans la clause 7.2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, malgré la clause 7.1, l'acheteur pourra visiter un immeuble lorsque ce dernier est ouvert au public pour une visite sans rendez-vous, comme visite libre. Toutefois, l'acheteur s'engage à divulguer sur les lieux de la visite qu'il est représenté par l'agence ou le courtier. De même, il s'engage à divulguer à l'agence ou au courtier tout intérêt qu'il aura dans un immeuble, notamment à la suite d'une telle visite. Alors, on pense qu'en tant que courtier qui a un contrat avec son acheteur, que si jamais je signe un contrat achat, je peux laisser mon client aller n'importe où, visiter n'importe quelle maison. Puis là, si jamais il est intéressé, je veux commencer mon travail avec lui. Mais ça rentre en conflit avec le concept de la cause efficiente de la vente. Puis, juste si vous voulez faire un petit exercice, si jamais vous avez un conflit de rétribution, puis vous appelez l'OSIC pour vous plaindre, c'est quoi la réponse que vous allez avoir? C'est une question pour vous. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu cette expérience-là. On peut ouvrir nos micros si jamais vous voulez répondre. Moi, Et je sais. Appelez votre dirigeant d'agence. c'est une des choses, mais ils vont vous dire que ce n'est pas dans notre champ de travail de vérifier la rétribution, appelez la psych. Pourquoi? Parce que c'est la psych qui travaille avec les rétributions. Si jamais vous avez une entente entre courtiers dans la même agence, l'entente ou la rétribution au niveau de partage de rétribution, si vous avez des problèmes avec quand vous êtes absent, vous réclamez une partie de la rétribution, c'est toujours la psych. Mais selon l'information qu'on a de la psych aussi, à 99% des cas que ça arrive en conciliation et en arbitrage, c'est une agence qui réclame une rétribution d'une autre agence. Et c'est là le travail qui doit être fait pour que les gens soient sur la même longueur d'onde au niveau de la commission. Alors, si, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu ce qui est marqué aussi sur la page, c'est quoi le travail de la psych face à la rétribution? C'est là où ce qu'on doit faire un peu la nuance, ok, entre le concept de double représentation et le droit à la rétribution. On dit le bureau d'arbitrage et de conciliation, qu'on appelle ça le BAC, gère un tribunal privé permettant la résolution de différends non disciplinaires. C'est ça le mot le plus important dans cette phrase-là, c'est non disciplinaire, lié aux rétributions dues entre courtiers et agences immobilières. Puis là, je m'explique le mot non disciplinaire. Si jamais vous vous présentez chez un courtier inscripteur, puis là, vous êtes dans une visite libre, le courtier a l'obligation, dès le premier contact, de vous dire, si vous n'êtes pas représenté, allez voir un autre courtier pour vous représenter. Ça, c'est correct.
Ça, c'est déontologique, ça, c'est disciplinaire. C'est pour ça que l'OASIC s'occupe de ce côté-là. Si jamais le courtier n'a pas posé cette question-là, on peut faire une plainte à l'OASIC, puis il peut être puni si jamais on arrive, puis il arrive à être coupable, qui n'a pas donné cette option-là. C'est l'importance aussi, si jamais vous êtes dans une situation comme ça, d'être sûr que vous avez les preuves, que vous avez donné la possibilité à l'acheteur d'aller voir son propre courtier ou d'aller avoir un autre courtier pour le représenter, parce que cette étape-là est cruciale, mais ça, on parle de déontologique. Est-ce que ça garantit notre rétribution? Si jamais j'ai un contrat avec mon acheteur, c'est là où ça se corse un peu. Alors, la deuxième chose... Moussa, je veux souligner en couleur ce que tu viens de dire là quand tu as dit dès la première occasion, parce que quand on parle de visite libre, les principaux problèmes arrivent parce que le courtier dit « mais je l'ai faite ma déclaration, je lui ai dit qu'il pouvait se prendre un courtier, mais il lui a dit à la fin de la visite ». Donc, il est déjà cause efficiente. Je sais que tu vas en parler, mais l'important, c'est même d'empêcher le client d'entrer et de lui dire, attendez, avant d'entrer, avez-vous déjà un courtier? Travaillez-vous actuellement avec un courtier? Si oui, je vous inviterai peut-être à revenir avec lui ou avez-vous sa carte? Donc, ça se passe avant que le client entre, parce que sinon, on met forcément, il y a forcément une situation de litige qui peut naître, puis tu vas nous parler de cause efficiente ici. C'est ça. Alors, c'est pour ça que, puis ça, c'est les capsules que vous allez voir, les 4-5 capsules que j'ai prises sur l'écran. Ça, c'est des capsules que l'APSIC donne une formation sur la cause efficiente de la vente. Alors, tout ce que vous voyez ici, c'est un peu tiré de là-bas. J'ai fait un copy-paste de ça. Alors, la cause efficiente de la vente, si vous remarquez, c'est une série d'actions d'un courtier immobilier qui amène un acheteur à conclure une transaction immobilière. Si jamais on a un conflit de rétribution avec une autre agence, il y a 3 choses que l'arbitre et le conciliateur vont regarder. Et les 3 choses, ça commence par la présentation. C'est quoi la présentation? Ça veut dire que c'est une visite physique de l'intérieur ou l'extérieur avec un acheteur ou un locataire. Et c'est là où peut-être ça met en péril l'idée de la visite libre. J'envoie des maisons, puis le client il choisit laquelle il va visiter. Puis là, il décide d'aller faire une visite libre à telle adresse. Puis après, s'il aime la maison, il va m'appeler pour dire comme quoi tu veux faire une promesse d'achat pour moi. Malheureusement, ça ne garantit pas notre rétribution qui est prévue dans la fiche descriptive si on fait ça de cette façon-là. La deuxième façon, si jamais c'est un immeuble qu'ils disent comme quoi la visite est seulement après une promesse d'achat, mais notre travail est très important aussi de faire le suivi, de faire la présentation. Puis la présentation de cet immeuble-là, ça fait de transmettre tous les renseignements à l'acheteur, donner aussi sur cette propriété spécifique, c'est quoi l'avantage, pourquoi nous l'encourageons à peut-être visiter ou aller faire une promesse d'achat ou peut-être aller voir un peu plus de détails pour voir si ça répond un peu à ses besoins. Alors ça, c'est l'étape cruciale. Puis c'est là où peut-être je peux vous dire par expérience, parce qu'on a été dans plusieurs cas d'arbitrage avec l'APSIC, c'est là où ça corse le plus. On pense là, c'est mon client, ça fait des années que je travaille avec lui, j'ai visité telle maison, puis j'ai visité le secteur pas loin de la maison qu'on veut. C'est pas assez malheureusement, c'est sur la propriété même, qu'est-ce que tu as fait en tant que courtier pour que la présentation soit faite à ton client. Est-ce que tu as fait ton travail? Si la réponse est oui, peut-être on peut aller plus loin pour voir si on a rempli les 2 autres étapes. Deuxième chose qu'on doit faire, c'est l'intérêt significatif. Est-ce que c'est moi qui ai éveillé l'intérêt? Est-ce que l'intérêt a été éveillé pendant la visite parce que le courtier inscripteur lui a expliqué puis il a donné les avantages? Pendant la visite, si je suis physiquement, est-ce que je participe à rehausser un peu la valeur de la maison devant mon client? C'est là où après la visite, est-ce que je fais le suivi? Est-ce que le lendemain, 2 jours après, je l'appelle? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as regardé tel aspect ou tel autre aspect? C'est là où l'intérêt significatif est éveillé chez le client. Troisième étape aussi qui est très importante, c'est le suivi. On envoie un envoi automatique
il regarde la maison, et là, il n'est pas encore prêt pour faire une promesse d'achat, mais est-ce que je communique sur cette propriété-là avec mon client pour éveiller plus son intérêt? Alors, si on arrive à l'arbitrage et conciliation, il faut que l'arbitre ou le conciliateur voit les 3 étapes remplies pour que je puisse dire comme quoi, oui, c'est moi la cause efficiente de la vente ou c'est l'autre courtier. Ça va être une décision qui va être un peu difficile, mais selon vous, pour être capable de prouver tout ça, qu'est-ce qu'on a besoin? Preuve écrite? Absolument. Il faut documenter tout ça. C'est pour ça que la première chose qu'on doit faire au bureau, si jamais on a un conflit, d'aller chercher toutes les informations nécessaires, avec même le calendrier. À telle date, j'ai fait telle chose, des contacts, des emails, des SMS avec le client, pour prouver que c'est moi qui a été la cause, qui a fait que le client ait été intéressé par cette propriété-là et il a fait une offre avec. Alors, c'est pour ça. Moussa, Oui, à propos de Pascal. la documentation des dossiers, parce que on est en ce moment dans la période de fin de cycle pour le PFCO, je recommande à tous les courtiers, si vous ne l'avez pas faite déjà, la formation que le Farsic donne sur la documentation des dossiers. C'est une UFC et c'est gratuit, donc ça se fait bien, ça se fait vite. Ça fait réfléchir aussi quand ils nous disent quelles sont les conséquences que certains courtiers ont subi parce que leur dossier était mal documenté. Donc, protégez-vous, prenez des notes et archivez ça dans la GED. Ça va rester là pour toujours si on vous rappelle dans 2 ans à l'OACIQ parce qu'il y a une plainte qui a été déposée. Si vous l'avez oublié ou si ça a été mis sur papier et que ça traîne dans le bureau, peut-être que vous ne le retrouverez pas et vous serez pris. Donc, vous documentez vos dossiers et mettez ça dans la GED. Il y a de la place en masse là-dedans. J'aurais une petite question. Je comprends bien la différence entre les deux, sauf que souvent, on se retrouve en double représentation. Nous, dans notre coin, là, on le vit souvent que c'est des courtiers de l'extérieur qui viennent pas avec leurs clients, mais qui veulent faire leur offre après. Donc, bon, mettons que je monte le dossier. Sauf que, tu sais, légalement, j'ai pas le droit de donner une référence à un courtier sur une de mes propres propriétés parce que je suis en double représentation. Fait qu'à ce moment-là, on leur offre rien pantoute, puis on fait la transaction, puis on va se battre à la psych, ou est-ce qu'on a le droit dans ces moments-là de dire, ben, t'as pas visité, oui, tu as un contrat achat, oui, tu veux le représenter, sauf que je suis la cause efficiente, fait que je te donne juste une référence. J'ai le droit ou pas, vu que je suis en double représentation? Mais le concept de double représentation, ça n'a aucun rapport avec la rétribution que vous allez partager avec l'autre courtier. OK? C'est juste ça, c'est ça que j'ai dit. Il faut faire un peu une distinction entre les deux concepts. On a 2 concepts avec ça, puis c'est ça qu'on va voir. Il y a une capsule tantôt que je veux montrer, là, la différence entre le contrat vente et le contrat achat. Mais la question légale, oui, vous avez le droit de donner une référence. Et Si je Geneviève, peux être un peu plus rapide. Geneviève, j'ajoute aussi que si l'acheteur a menti, puis qu'il a dit j'ai pas de courtier alors qu'il est lié par contrat d'achat, ça change rien. Il va rester redevable de payer la rétribution à son courtier en vertu du contrat d'achat. Puis il y a même la clause de 180 jours qui existe dans le contrat d'achat et qui peut s'appliquer. Donc, tu vois, quand Moussa dit qu'il y a 2 choses différentes, c'est le droit à la rétribution d'un côté, puis l'autre côté, c'est l'obligation de l'acheteur avec son lien contractuel avec son courtier qui l'oblige à lui payer une rétribution. Le problème, c'est quand toi, tu gardes la rétribution du courtier collaborateur parce que tu prétends être la cause efficiente et que lui, il réclame sa commission à son acheteur qui est en défaut. À ce moment-là, l'acheteur se retrouve comme avoir payé double. Rappelle-toi, tout à l'heure, Geneviève, j'ai dit que le prix de la commission était incluse dans le prix. Donc, dans le fond, l'acheteur met l'argent sur la table et le courtier du vendeur lui redonne une partie de cet argent qu'il a reçu. Et l'acheteur se retrouve à payer double. Donc l'OACQ, sur ce plan-là, dit que ce n'est pas une bonne pratique. Et Moussa va en parler tantôt sûrement. On ne doit jamais signer un contrat d'achat pour essayer de régler un problème de cause efficiente. Ce n'est pas la bonne façon de régler le problème. Oui, M. Savant? Ben, malheureusement, les contrats d'achat ne sont pas signés pour ça. Ils sont signés à long terme avec des clients de l'extérieur pour des courtiers qui ne se déplaceront pas. C'est ça.
C'est parce Donc, que ils c'est font juste pas que leur je trouve que job. toutes ces notions-là se contredisent. Parce que d'un sens, moi, j'ai pas le droit de nuire à mon vendeur puis de dire au courtier, déplace-toi. Mais là, tu sais, j'ai un client qui m'appelle pour avoir des renseignements pour planifier sa visite. J'ai un client qui vient visiter avec nous autres. J'ai un client qui nous demande les documents. Mais après ça, c'est son courtier qui nous fait l'offre d'achat. Ben, regarde, dès la première occasion, donc dès que tu entres en contact avec l'acheteur, tu lui demandes est-ce que vous êtes déjà représenté par un courtier? Savez-vous que vous pouvez l'être? Puis si vous renoncez à l'être, je vais vous donner un traitement équitable. Ça, c'est la première chose. Puis s'il ment, c'est son problème, il paiera Mais une ils mentent commission. pas. Ils disent oui, mais il n'est pas Parfait, rejoignable. parfait. Reviens avec ton courtier. Puis Mais là, de je nuis l'autre à mon côté, vendeur. oui, oui, je sais. De l'autre côté, toi, tu défends les intérêts du vendeur et quand le courtier collaborateur ou le courtier de l'acheteur ne fait pas sa job, tu es responsable de la transaction. Donc, c'est certain que toi, tu vas tout faire pour essayer que ça se réalise. Et c'est là que des fois, c'est là que Moussa devient important. Ben, il est déjà sinon sans ça, là, c'est pas ça que je voulais dire. Pardon, Moussa. Non, mais tu sais, c'est là qu'on parle vraiment de la cause efficiente parce que on réglera le problème de la commission plus tard. Pour l'instant, satisfaisons le public, protégeons le public, réalisons la transaction et après, on réglera le reste. Ça va? Donne toujours priorité à la transaction. C'est ça. Puis l'idée, Geneviève, c'est que pour qu'un courtier collaborateur ait droit à sa rétribution, ok, il doit respecter les trois étapes. Est-ce qu'il a fait la présentation? Est-ce qu'il a fait le suivi avec les gens? Ou est-ce qu'il a, lui, éveillé l'intérêt significatif chez son client? Que ce soit avec contrat ou pas de contrat, lui, s'il a rempli ces tâches-là, il a le droit à sa rétribution. Puis si vous remarquez sur la capsule que j'ai sur l'écran, même s'il n'y a pas de contrat achat avec le client, s'il le représente, puis il fait son travail, puis il fait toutes les étapes, il a le droit, même s'il n'y a pas de contrat achat avec son client. Alors, si jamais vous prouvez que vous êtes la cause efficiente de la vente en tant que courtier inscripteur, parce que le client n'a pas été servi comme il faut avec son propre courtier, votre rétribution, elle peut être 100% de ce que vous avez dans le contrat de courtage. Alors, c'est à vous de décider si vous voulez la partager, si vous voulez être gentil parce qu'il a rempli la promesse d'achat. Alors, c'est à vous le fardeau de dire oui, la décision, puis c'est à votre décision, c'est votre salaire que vous jouez avec. Si vous voulez le partager, c'est à vous. Mais légalement, il n'y a pas le droit de réclamer cette commission-là. Il y a le droit de réclamer la commission de son client, par contre, parce qu'il y a un contrat avec, il y a un engagement. C'est pour ça que la différence est dans le contrat de courtage, ok, quand on remplit un contrat de courtage vente avec notre client en tant que courtier inscripteur, vous avez deux montants à monter. Je ne sais pas si vous avez marqué ça. Dans le 7.1, vous avez la commission totale. Puis dans le 7.4, vous avez une partie qui est réservée au courtier collaborateur. Puis cette partie-là ne dépend pas s'il y a un contrat achat ou pas avec le client. Je ne sais pas si c'est clair l'idée. On donne ça parce qu'on reçoit une promesse d'achat. C'est là où ce que ça corse. Là, on pense que moi j'ai un contrat achat, j'ai le droit à cette commission-là. Le 7.4, là, ça relie vendeur avec le courtier inscripteur. Ça ne lie pas ni l'acheteur, ça ne lie pas le courtier collaborateur. Le courtier collaborateur, c'est à lui de prouver que lui a le droit d'avoir cette rétribution-là, cette partie de cette rétribution-là qui est prévue dans le contrat vente, s'il a prouvé qu'il était la cause efficiente de la vente en respectant les trois étapes qui sont demandées de son travail. S'il n'a pas fait ça, vous avez le droit de garder votre commission. Mais aussi, si vous voulez être gentil et garder la collaboration avec ces gens-là, on peut partager ça, mais c'est à vous de le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et tu disais aussi, Moussa, qu'après ça, il peut se retourner vers son acheteur pour obtenir sa commission, mais l'acheteur, lui aussi, pourrait contester qu'il a eu des conseils, qu'il a été bien représenté, que le courtier a bien défendu ses intérêts. Il n'était pas là au moment de la visite, il a à peine fait les suivis. J'ai dû m'adresser moi-même à Geneviève parce que sinon, j'aurais jamais eu les papiers que je demandais pour faire mes vérifications. Peut-être que même l'acheteur, de son côté, s'il se fait poursuivre par son courtier pour la commission, gagnerait sa cause et ne serait pas obligé de le payer, là. C'est une grosse responsabilité représenter un client. Quand on signe un contrat, on prend une responsabilité vis-à-vis du public. C'est bon? Oui, C'est clair? Oussama, OK. une question. Monsieur Est-ce Osama, je que... pense que vous avez une question aussi. Oui.
Alors, en fait, j'ai une question qui est double. Euh, je vais faire comme l'avocat du diable, je vais me mettre du côté de celui qui fait mal son travail. Alors, j'ai mon client va faire une visite libre pour une maison individuelle. Avec sa femme, il tombe en amour. Ils m'appellent, ils me disent, il faut que tu nous écrives un promesse d'achat. Comme j'ai un contrat de courtage avec eux, et ils ont déclaré qu'ils ont un courtier, acheteur, j'aimerais, je leur demande de revenir pour faire une visite avec moi, comme ça j'assure ma commission et mon conseil. Mais vu que la date limite pour le dépôt des offres est comme un jour ou deux plus tard, j'ai pas le temps de visiter et donc je fais l'offre. Et puis, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que j'ai droit à ma rétribution ou non? Ça, c'est la première moitié. Le fait que vous avez un contrat achat avec le client, oui, la réponse est oui. 100%, vous avez le droit à rétribution. Mais le problème, c'est qu'on tombe, non, en tant que courtier, on ne veut pas que l'acheteur paye cette rétribution. C'est là où on a le conflit avec l'autre courtier, parce qu'on oblige l'autre courtier à partager sa commission avec nous, parce que Oui, moi, j'ai un contrat avec mon acheteur. C'est ça le concept qu'on doit oublier un peu et mettre de côté. Si Mais je veux attention, non, mais aller ma chercher une question, partie de la commission de la part du courtier inscripteur, il faut oui, que je c'est ça. prouve que je fais les trois étapes, voyez-vous? Excusez? Mais la rétribution, si vous parlez de la rétribution, j'ai le droit, mais je dois le réclamer de mon acheteur et non de l'autre courtier. Moussa, si je peux ajouter quelque chose au niveau de l'arbitrage, lorsqu'on parle d'un courtier collaborateur, il ne faut pas oublier qu'il y a le mot collaboration. S'il n'y a pas eu de collaboration comme telle, on serait en mesure de ne pas vouloir verser notre commission, la commission à celui qui prétend avoir été collaborateur alors qu'il n'aurait fait aucune action qui aurait mené à la transaction. Mais Oui, mais non, excusez, et c'est quelque chose de très important à faire. Là, je ne parle pas de la rétribution donnée par l'acheteur. Je parle du partage de rétribution de l'inspecteur, de l'inscripteur. Maintenant, après avoir écrit mon offre et après acceptation de l'offre, bien sûr, il y a aussi l'inspection, le financement et tout le reste qui vient avec. Si je fais tout ça, parce que là, on parle de visite et susciter l'intérêt. Il n'y a pas eu de visite, il n'y a pas il n'y a pas eu suscité l'intérêt. Est-ce que le reste du travail, à savoir faire une offre, soutien au financement, présence à l'inspection, est-ce que tout ça va aller dans l'air, je veux dire en fumée? je peux répondre Là est la question. à Oussama? Oui, Tu as donné la réponse, Oussama, dans ta première phrase. ok. Tu as dit le client, au moment de la visite, il a dit qu'il avait un courtier, qu'il était représenté. Oui, Le courtier inscripteur, le courtier du vendeur, a bien fait son travail. Il a empêché ton client de rentrer. Il lui a dit, je vous avise que si vous rentrez, c'est moi qui vais vous représenter. Il a dit, non, 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 j'ai déjà un courtier, je suis représenté. Et la loi a prévu ce cas d'exception en 7.2 du contrat d'achat. Moussa nous a montré la clause tantôt, disant que l'acheteur a le droit. Donc, les règles sont les mêmes pour tous les courtiers. À partir du moment où le courtier accepte de faire visiter l'immeuble à cet acheteur-là, il sait très bien qu'il ne pourra pas refuser la commission à l'autre courtier. Il ne pourra pas le faire ok, parce qu'il a accepté de le laisser rentrer, sachant qu'il était représenté. S'il avait envie de dire à l'acheteur, écoutez, si vous êtes représenté, je ne veux pas vous accueillir, prenez rendez-vous et revenez avec votre courtier, il aurait pu le faire. Mais il a laissé rentrer et il a participé à la visite. Donc, Mais est-ce il n'y a qu'on pas a... de problème au niveau de la euh, cause efficiente ici. Là, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et après, tout le travail que tu fais après, c'est du travail normal avec ton client. Ça fait partie des suivis. Tu sais, la question de la visite, là, c'est pas
j'ai visité ou j'ai pas visité, ou je suis revenu visiter 3 fois, tu sais, même si tu reviens visiter 3 fois avec ton client, si tu n'es pas la cause efficiente au départ, ces 3 visites ne servent à rien, là. Donc, attention à la notion de visite. Il y a même des cas d'exclusion où on peut avoir des cas de force majeure où on peut dire, j'ai pas fait la présentation physique de l'immeuble. Un exemple, en commercial, Moussa connaît bien ce domaine-là, les immeubles à revenus. Tu présentes l'immeuble du point de vue de ses chiffres. Tu fais toute l'analyse de l'entreprise, tu fais tous les calculs, tu présentes les bilans, tu vas chercher toute l'information, mais tu n'as jamais vu la maison. Tu vas avoir ta commission pareil. Il faut juste peut-être, Moussa, nuancer la notion de visite parce que il y a des particularités, puis il ne faut pas faire peur avec ça, puis il ne faut pas non plus penser que parce que je suis revenu 2 fois visiter après, nécessairement, ça me donne le droit à la commission. OK? Il y a des nuances. La deuxième, justement, vous avez commencé la deuxième partie de ma question, c'est-à-dire, je représente, j'ai un contrat de courtage avec un client, donc acheteur, qui veut acheter un plex. Oui. Alors, bien sûr, je lui envoie les listings, je fais les calculs pour lui, je le conseille. Au niveau de l'offre que je lui écris, qui est acceptée, elle est conditionnelle à la visite de la propriété. Or, à la visite, je ne suis pas présent pour une raison quelconque. Il faudrait que Et ce soit un cas de force majeure parce que rendu là, tu étais avisé, il y avait eu un rendez-vous, puis oui, tu dois quand même protéger, défendre les intérêts de ton client, tu dois le oui, conseiller, je pense que tu devrais être présent à cette visite. Mais si un cas de force majeure, il y a encore moyen de négocier ça. Regarde, tu as fait toute la job pour intéresser l'acheteur de façon significative à cet immeuble-là et pour l'amener à la transaction. Il manque pas grand-chose, là. Ça m'étonnerait qu'on te refuse une commission, mais moi, je n'ai jamais plaidé une cause de cause efficiente avec la les psy. immeubles à revenus. Mais Moussa, lui, il a beaucoup d'expérience. Est-ce que tu as eu des cas comme ça, Moussa? Où C'est ça des que je clients voulais juste raconter. J'ai un cas, c'est sûr que je ne peux pas dévoiler les noms. Un courtier, on a fait l'arbitrage. La seule chose que le courtier n'a pas fait, ça tombait que la maison qui était affichée avant, c'était en face de la maison des clients. Alors, quand ils ont vu le signe, ils ont contacté l'agent inscripteur tout de suite. Ça tombait que c'était le lendemain qu'il y avait une visite libre. Ils ont visité la maison. Puis tout de suite après, ils ont contacté le courtier pour dire qu'en quoi ça nous intéresse cette maison-là. C'est une commission qui était supposée d'être 15 000 $ plus taxes, mais malheureusement, on est sorti avec 2 000 $ de rétribution comme référence parce que selon l'arbitre, il y avait des points que la présentation, il fallait qu'il soit présent et le suivi aussi, il fallait qu'il soit actif. C'est là où l'arbitre il va travailler pour voir est-ce que les 3 étapes ont été remplies comme il faut et aussi que ce suivi-là était assidu avec le client. Si la réponse est moins oui que d'autres questions, si j'ai 2 qui sont remplies comme il faut, puis il y a une qui était un peu faible, ça met en péril notre rétribution. C'est pour ça qu'il faut confirmer l'information et faire le suivi, faire son travail de A à Z. Malheureusement, si j'arrive à W, puis là de W à Z, c'est pas rempli, ça peut mettre en péril ma commission. Si jamais il y a des visites libres, c'est quoi la recommandation, peut-être, malgré que ce qu'on a vu dans le 7.2, la recommandation, c'est que le client appelle son courtier, puis le courtier envoie un email au contact pour dire comme quoi j'ai des clients, tel monsieur, telle madame, ils vont visiter pendant la visite libre et je veux faire le suivi avec eux autres. Comme ça, le courtier inscripteur, moralement, il n'a pas le droit d'aller plus loin avec les clients. Parce que vous le savez, dans une visite libre, lui, il va prendre tous les registres, puis il va montrer ça à son vendeur pour dire comme quoi je fais mon travail de mon côté, mais il y a une autre responsabilité après, c'est d'appeler tout le monde pour voir un peu leur compte rendu.
Alors, si jamais on fait notre travail, puis là, on fait le lien directement après la visite, avant la visite, même si je ne suis pas là physiquement pour la visite libre, ça peut donner une impression que là, j'ai le droit d'avoir ma rétribution. L'autre chose qu'il faut faire, pourquoi ne pas communiquer? On sait qu'il y a une situation qui est un peu peut-être délicate. Je n'ai pas été physiquement dans telle étape ou je n'ai pas fait le suivi comme il faut. Pourquoi ne pas appeler le courtier puis lui voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la transaction? Je ne sais pas si vous savez, déontologiquement, le courtier a la responsabilité d'aller à 100% avec vous. Même si vous avez l'impression que vous allez être correct à la fin puis vous allez être payé à la fin, c'est une obligation déontologique pour ne pas rien entraver sur la transaction. Mais si jamais il y a quelque chose qui arrive plus tard, puis là, il dit comme quoi vous n'avez pas le droit d'avoir votre commission, à ce moment-là, je peux pas beaucoup argumenter pour dire comme quoi, oui, j'ai le droit d'avoir ma commission parce que là, tu as accepté ma promesse d'achat, puis j'étais présent à l'inspection, puis c'est moi qui ai fait le financement après. Malheureusement, dans la vraie vie, là, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut être sûr et documenter tout et faire le suivi avec notre client. Puis s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, essayez de le clarifier avant d'arriver chez le notaire. Rapidement, est-ce que si on sent qu'il peut y avoir un problème, un litige, et on appelle le courtier inscripteur, on lui dit, voilà, j'ai pas une force majeure, j'ai pas un problème de force majeure, mais j'ai l'inscription de mes enfants, il faut que je sois là à l'école, par exemple, des choses comme ça. Et est-ce que c'est correct si je ne viens pas? Est-ce que vous allez me donner la moitié de votre rétribution? Et il dit oui. Est-ce que ça efface la zone d'ombre ou pas? Mais il faut avoir une confirmation qu'il veut collaborer et qu'il accepte cette idée-là avec vous. Par écrit. Une confirmation écrite. Un courriel. Mais Un courriel, par exemple? le mieux, Oussama, pour bien représenter tes clients, bien défendre leurs intérêts, promouvoir leurs intérêts et bien les conseiller, reporte le rendez-vous à un moment qui te conviendra mieux pour que tu puisses aller ensemble. Ça, c'est toujours le best. OK? Mais si c'est vraiment un cas de force majeure, il n'y a pas moyen de faire autrement, ben, la preuve est écrite. Alors, comme Moussa vient de le dire, tu peux faire la demande, tu peux obtenir un consentement, mais tu mets ça par écrit et tu documentes. Parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Absolument. Absolument. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Il y a une question, oui. Par exemple, les clients, là, pas de contrat de courtage. La voix est pas claire. Je sais pas si On ne t'entend pas, Vous Rémi. m'entendez? Vous m'entendez mieux? Oui, Vous m'entendez mieux? oui. Oui, un peu mieux, oui. Alors, juste un cas classique, j'ai des clients, je leur envoie des paiements, et puis ils me disent, oui, je voudrais visiter ce condo, par exemple. Alors, ok, je prends contact avec, je fais un IMO-contact, on a un rendez-vous, je viens avec eux et tout ça. Et après, oh oui, je voudrais faire une offre d'achat. Est-ce que, à ce moment-là, au moment de l'offre d'achat, si je fais un contrat de courtage, parce que j'ai pas de contrat de courtage achat, que si je fais un contrat de courtage achat avant et je fais l'offre d'achat en même temps en envoyant les documents signature électronique, est-ce que le contrat de courtage achat est toujours, c'est-à-dire fonctionne? Ou il fallait avoir le contrat d'achat avant la visite? Question intéressante, Moussa. Tu as tout compris? Ben, j'ai compris une partie, mais je ne sais pas si tu peux répondre, il n'y a pas de problème. Non, Non, vas-y, vas-y. non mais Non. l'idée, Rémi, c'est... L'idée, c'est que j'ai le contrat de courtage, je m'excuse, je fais le contrat de courtage au moment de l'offre d'achat et j'ai fait la visite avec eux. Mais C'est tout. il n'y a pas de règle à ça, OK? Il n'y a pas de règle pour dire comme quoi il faut le faire longtemps avant ou peut-être lors de la promesse d'achat. Mais il faut que vous soyez conscient que votre contrat achat,
c'est une marque de confiance entre vous et votre client. Alors, quand vous commencez à promener avec, c'est l'idéal que vous commencez avec tous les critères, tout ce que vous voulez, tout ce que le client cherche. Ça vous donne un peu la flexibilité aussi d'aller voir d'autres inscriptions qui ne sont pas sur Centris. J'ouvre une petite porte comme ça, ça vous donne la chance d'aller voir un du proprio, un autre indépendant AVPP là, qui plante sa pancarte devant la maison, parce que vous avez une garantie que votre commission, elle va être payée en quelque part, voyez-vous. Puis c'est une marque de confiance. Là, je vous donne un exemple au côté vente, parce qu'on a plus l'habitude de côté vente. Là, si j'ai un voisin qui me dit, là, je veux vendre ma maison, puis je veux que tu t'occupes de ça, c'est quoi la première chose que vous faites? Est-ce que vous allez accepter de dire ça verbal, OK, je veux vendre votre maison, ou vous allez vous asseoir, vous mettez un contrat de vente avec lui, puis là, vous acceptez des conditions, vous mettez toutes les conditions de l'entente entre vous et lui, puis ça vous donne de la sécurité, ça lui donne de la sécurité qu'il est bien représenté, vous faites votre travail. Alors, du côté achat, c'est là où on commence un peu à changer un peu notre point de vue et notre position pour dire comme quoi c'est ça qu'on fait aussi pour respecter et se faire respecter. J'ai une question pour toi, Rémi, si tu veux réouvrir ton micro. Oui, vous m'entendez? Oui. OK. Si tu fais le contrat de courtage achat après avoir fait l'offre d'achat, d'accord? Qu'est-ce que tu conseilles à ton client au niveau du prix et des conditions? Oui, enfin, c'était pas la question, c'est je fais le contrat d'achat avant de faire l'offre. Ok. Oui, mais écoute bien, c'est super Mais c'est important. vrai, à ce moment-là, oui, c'est sûr, ah oui, avant, c'est sûr que le conseil, c'est ce Je viens de que conseil comprendre. de clause efficient et pas de, tout à fait. Voilà. Tu viens Oui, de comprendre. ça reste, Écoute, oui, c'est Moussa qui a dit ça tantôt encore et c'est super important. C'est ça le principe même du contrat d'achat. C'est que sans contrat d'achat, tu travailles de facto pour le vendeur. Donc, dans ton offre d'achat, tu vas juste prendre un bon de commande. Tu vas dire quel prix vous voulez. Non, désolé, je ne peux pas vous conseiller. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner une idée objective de la valeur des maisons dans le secteur. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez faire une inspection ou pas? Moi, ça m'est égal. Vous voulez faire d'autres conditions? C'est quoi les conditions? Je vais juste les rédiger. Mais si tu as un contrat d'achat, tu vas dire, et moi je vous conseillerais de pousser un peu plus loin parce qu'il y a eu des problèmes ici. On va faire une vérification à la ville, savoir si la zone inondable se rapproche jusque-là. Moi, je vais aller un peu plus loin. Même chose avec un AVPP. Est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire AVPP? Ça va? Ça veut dire aveu pas payé. OK. Alors, avec la VPP, tu sais, comme disait Moussa, en fait, tu as un passeport pour rentrer chez lui. Tu sais, quand tu sonnes à la porte, tu dis, je veux voir les papiers. Il va dire, t'es qui, toi? Mais tu lui montres ton passeport et tu dis, attention, moi, je suis mandaté par quelqu'un pour fouiller dans vos papiers. Il veut faire une offre d'achat. Là, ça a de la valeur. Tu sais, ça dépasse le niveau de la confiance ou du lien avec le client. C'est des notions légales de représentation, le devoir de conseil, etc. Et n'oubliez pas, c'est peut-être le truc le plus important à retenir quand on parle de contrat d'achat. Sans contrat d'achat, vous devez toujours travailler dans l'intérêt du vendeur et non de l'acheteur. Ça va? Et si ça se sait que vous avez été dans l'intérêt de l'acheteur alors que vous n'aviez pas le droit, vous êtes en défaut déontologiquement. C'est clair? Après, on va vous monter un question cours pour pour le vous aider à contrat de signer des courtage, contrats d'achat. achat. Un bon Je cours de suis, vente là-dessus, ça s'en vient. eh oui, non, excellent. Mais, On vous a achat, perdu, Rémi. pourquoi Ouais. pas mettre, en général, la commission collaborateur, c'est 2%, 1,5%. Bon, c'est pas ça, la commission. Mais pourquoi on ne met pas tout de suite 5, 7%, et après, on va être payé par l'acheteur, par l'acheteur. Il n'y a pas de raison que ne soit pas payé directement. Dans le cas d'un Une, AVPP, J'ai pas compris la une, question. une, elle est, On se voit mal. Si tu peux il y m'appeler a un après, défi peut-être qu'on pourra il y a discuter. vraiment un défi de micro ici, hein. Mon micro est beaucoup de déficience. Vous m'avez pas bien entendu? Non, Non. juste pour dire que Non. pourquoi
pourquoi en contrat de courtage, on ne mettrait pas 5, 7%, au lieu de regarder est-ce que dans le quartier, il y a 2%, 2,5%, je ne Bon, sais pas. Ben, Vous m'avez entendu? ouais, pourquoi on ne met pas 5 dans un contrat de courtage achat, comme dans un contrat de courtage vente? Oui, Ben, pas de raison. parce que la majorité des transactions sont en collaboration. C'est quoi? 70% à peu près des transactions au Québec sont réalisées en collaboration. Donc, quand tu vas voir un AVPP, tu devrais majorer ça et tu sais, faire comme si tu avais 30% de chance de faire 5 et 70% de chance de faire 2 ou 2,5. Et donc, peut-être que de signer à 3 ou à 3,5 pour un AVPP, c'est quelque chose qui serait raisonnable, étant donné que tu vas faire le travail des deux bords, faire toute l'analyse que le courtier du vendeur aurait dû faire. Mais regarde, si ton acheteur a envie de payer 5, il paye 5. T'es libre de mettre le montant que tu veux, la commission t'appartient. J'ai encore une question là. Si on est collaborateur, c'est-à-dire on est close efficient, c'est-à-dire que les vérifications à la ville ou d'autres vérifications d'inspection supplémentaires ou d'autres choses, on ne doit. Qu'est-ce qu'on se retrouve? Parce qu'on peut se retrouver dans une situation, ah, tu n'as pas fait bien ton travail en tant que collaborateur sans contrat aussi. Ok, Moussa, quand le courtier, ok, quand le courtier est collaborateur, donc quand il est sans contrat d'achat, ici j'entends chez Rémi encore une confusion au niveau de la cause efficiente et du devoir de représentation. Tu sais, jusqu'où je pousse parce que je reçois une commission, jusqu'où j'ai le droit d'aller dans le conseil, les recherches, les analyses, qu'est-ce que je conseille à l'acheteur dans le fond? Je te laisse répondre, mais il y a encore une confusion entre la cause Je reste efficiente toujours avec l'idée de traitement équitable, Rémi. Quand on parle que j'ai pas de contrat achat avec le client, ok, je dois lui donner une idée objective sur la transaction, mais sans rentrer dans les détails et donner des conseils, puis lui dire que fais ça ou fais pas ça. Moi, je donne les informations que peut-être n'importe qui, si lui il fait des recherches, il peut arriver à avoir ces informations-là. Mais la décision, c'est lui qui doit la prendre. Ok, c'est pas à nous de le faire. On n'a pas le droit d'aller si loin pour dire comme quoi, à ta place, c'est ça que je ferai ou c'est ça qu'il faut faire. Ou peut-être, s'il y a une expertise, phase 1, phase 2, on va lui dire, là, on va demander telle phase avec tel délai. Avec ça, c'est des choses que j'ai pas le droit de faire si j'ai pas de contrat achat avec mon client. OK? Juste, il faut clarifier ça. Alors, oui, pour votre protection, mais pour vous donner plus d'outils dans les mains, il faut avoir un contrat achat pour vous. Puis il y a un autre aspect là, que peut-être Pascal va aborder dans une autre formation. Côté CANAF, il y a des responsabilités légales aussi qui peuvent nous protéger si on a des contrats avec nos clients. OK, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a d'autres aspects aussi là, qui vont être très avantageux si jamais on décide de faire un contrat achat avec nos clients. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Petite question. Y a-t-il des CCA pour les 5 plex et plus ou on doit le faire manuellement? Non, c'est manuel. C'est manuel. Manuel. OK, Mais mais on dans a le même contrat, on peut faire des modifications dans le texte. Je n'ai pas compris, pardon, tu peux répéter? Dans le même contrat achat, on peut faire des modifications pour adopter ça selon les besoins du client. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le CCA normal, je peux mettre à la clause en bas pour écrire. Quel type de propriété, puis on peut travailler avec ça. Ah, je peux écrire que ça inclut aussi les 5 plex et plus? C'est ça. Ah, puis je prends un CCA résidentiel, puis c'est correct, ça s'applique? Oui. Ah, ben parfait. Ben merci beaucoup. Moi, je pensais le faire manuellement. Merci beaucoup. Question, Moussa. Oui. Dans le cas d'un vendeur non représenté, est-ce que c'est moi que je... Okay. Oui. Est-ce que c'est moi que je dois compléter le formulaire de vérification d'identité du vendeur, malgré que je n'ai pas de contrat avec? Qu'est-ce que vous faites avec votre acheteur? J'ai le contrat avec mon acheteur. Si vous êtes le seul courtier impliqué, oui. OK, mais je n'ai pas de contrat avec lui. Je peux lui demander des informations personnelles délicates même?
C'est ça. Oui, hein? Puis juste une question que ça se répète tout le temps aussi au bureau pour le consentement. C'est très important d'avoir le consentement des parties impliquées dans une transaction avant de s'engager. OK? Alors, parce que là, vous commencez, si jamais vous avez des informations privées et personnelles des gens, il faut avoir leur consentement. C'est la loi 25 qui nous oblige à le faire avant tout engagement. Est-ce qu'il y a un formulaire de consentement qu'on peut trouver au bureau? Oui, dans l'intranet. Oui, c'est l'intranet du bureau. OK. Si vous allez sur le site de l'agence, l'intranet, que ce soit d'un côté ou d'un autre, vous avez, oui, dans les documents sécurisés, vous avez un formulaire de l'agence. Je Merci. veux répondre à Manuela parce que tu m'as tendu une perche tantôt, Moussa, en parlant de CANAF. La loi fédérale sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes oblige les courtiers immobiliers à vérifier l'identité des clients dès que la relation d'affaires commence. Et la relation d'affaires commence à partir du moment où tu as l'obligation. Non, je vais le redire dans le contraire. Donc, tu dois vérifier l'identité dès qu'une transaction s'amorce. Okay? Donc là, tu as un acheteur non représenté qui se présente à toi. Non. L'acheteur est présenté et je vais vérifier son identité parce que j'ai un contrat avec lui. C'est le vendeur le problème. Parfait, ben, c'est la même chose. Le vendeur à ce moment-là est non représenté, disons un AVPP, tu vas avec ton acheteur, tu dois identifier cette personne-là parce que tu vas mettre des parties en relation et tu es responsable de la transaction. Donc à partir de là, tu es obligé de prendre l'identité. Puis attention là, si jamais le client dit je veux rien savoir, je veux pas m'identifier, je ne veux pas te montrer mes pièces d'identité, Moussa va te le confirmer. Tu t'abstiens de faire la transaction et on peut aller jusqu'à la déclaration d'opération douteuse. Hein? Oui. OK. Ça, Et oui. On n'entend pas clairement. dernier commentaire à propos Bientôt. des parties. Qui parle? OK. Dernier commentaire par rapport maintenant, encore une fois, aux parties non représentées. On va imaginer, Manuela, que tu représentes le vendeur et qu'il y a un courtier collaborateur, donc sans contrat, sinon j'aurais dit courtier de l'acheteur. On a un courtier collaborateur qui soumet une promesse d'achat. Toi, comme j'ai dit tantôt à Geneviève, en tant que courtier du vendeur, tu es responsable de la transaction. Tu es aussi responsable donc de t'assurer que les parties ont bien été identifiées. Tu vas demander au courtier collaborateur, Jean, est-ce que tu as fait ton document, est-ce que tu as pris l'identité? Puis là, Jean, il te répond, non, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Ça devient ta responsabilité de le faire. Ça va? Et si Jean te dit, oui, je l'ai fait, ben pour protéger les informations, comme Moussa a dit avec la loi 25, tu ne peux pas exiger qu'il t'envoie son document de vérification d'identité. Donc, il va simplement t'envoyer un message, un mot contact, un courriel en disant oui, Manuela, je te confirme que j'ai l'identité du client au dossier. Ça va? Mais si le courtier collaborateur ne l'a pas fait, tu dois le faire à sa place. Merci. J'ai une question. J'ai une question encore. Je m'excuse. Pour les contrats de courtage-achat, il y a deux sortes de courtage-achat. Il y a le contrat de courtage-achat général et le contrat de courtage, les condos indivises ou divises. Si on met sur un général, je ne sais pas ce qui se passe avec ton micro, Rémi. Non, on ne comprend rien, mais il y a deux sortes de. Je m'excuse. Il y a deux sortes de contrats. Il y a contrat de courtage, entre parenthèses, général, et celui de condo ou un divise et un divise. Alors, c'est compliqué aussi, ça. Alors, Rémi, je vais te donner un truc. C'est vraiment pas compliqué. Je vais te rendre ça le plus simple possible. Il y en a un pour les condos, donc pour la copropriété divise, et il y en a un pour le reste. Il y a deux DV aussi. Il y a une DV pour la plupart des immeubles et il y a une DV spéciale, la DVD, pour les copropriétés divises. Donc, la loi a vraiment segmenté ça. Est-ce que c'est divise ou pas divise? D'accord? Donc,
pour ton contrat de courtage, tu ne te poses pas la question. Tu demandes à ton client qu'est-ce qu'il cherche. Et s'il te dit, mais moi je cherche un condo, tu prends forcément le contrat pour les condos. S'il te dit, je ne suis pas sûr, c'est là que c'est pas compliqué. Tu lui dis, excellent, tu cherches quoi en particulier? Mettons ton premier choix. Ça serait une maison unifamiliale ou un condo? Ton premier choix. Et il te dit, un condo. Ben, tu prends condo, puis dans la section 3.1 à la description de l'immeuble, tu dis, premier choix, un condo, et tu décris le condo. Et puis tu dis, deuxième choix, un duplex, et tu décris le duplex. Parce que ce que la loi dit, c'est que si le client change d'idée et achète un autre type d'immeuble qu'un immeuble divise, tu n'es pas obligé de changer de contrat. Ça va? Donc, tu peux préciser à la clause 3.1, premier choix, deuxième choix, et faire des modifications en cours de route, mais tu ne dois pas remettre en question le contrat de départ. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Ça veut dire existe plusieurs contrats d'achat? Oui, deux. Un pour les propriétés divises et un pour le reste. Ok, pour les divises et pour le reste. Ok, parfait. Question, s'il vous plaît. Manuela? Dans le cas qu'une entreprise veut acheter une propriété à revenu, si au cours de route, avant d'aller chez le notaire, il change d'idée pour l'acheter au nom personnel de représentant d'entreprise, est-ce que c'est faisable ou il y a des pénalités? C'était une question qui m'a été posée hier. C'est beaucoup plus large dans le commercial. Vas-y, Moussa. Mais l'idée, c'est que un engagement entre la compagnie et le vendeur peut être changé en cours de route, oui, mais il faut avoir l'accord du vendeur. On ne peut pas obliger le vendeur à faire ce changement-là. Mais il n'y a pas de pénalité côté transaction. La seule chose qu'il faut que vous soyez consciente que ce changement-là n'affecte pas le financement. Il y a d'autres aspects pour l'achat aussi qu'il faut voir. Est-ce que ça va être affecté, oui ou non? Parce que si jamais seulement le nom, puis là, il n'y aura pas d'impact, parce que peut-être la banque, elle a évalué, disons, la capacité financière de la compagnie, mais le représentant maintenant n'a pas cette capacité-là. Est-ce que chez le notaire, la banque, elle va refuser de passer l'argent? Alors, avant d'accepter cette partie-là pour dire comme quoi, oui, on fait ce changement, est-ce que tout le reste va rester tel quel? C'est ça la question que vous devez poser. Puis si la réponse est oui, on peut faire le changement sans pénalité, oui. Et encore, attention à Canaf, qu'il faut que tu sois convaincu et que le contexte le confirme. On n'est pas ici dans une situation de blanchiment d'argent. Non. Ça va? Donc, loin de ça. Non, je ne touche pas à ça. Juste attention. Si ça attend, je quitte de là. C'est bien. Bon réflexe. Si ça, c'est brave. Une autre question par rapport, si on travaille avec du proprio. La commission, comment on doit jouer dans les contrats d'achat avec notre acheteur? Est-ce qu'on doit clarifier ça dans les contrats de courtage d'achat ou comment on doit être protégé plus? Pascal, tu veux répondre? Oui, je peux y aller. Mais Moussa, tu l'as dit tantôt, tu as parlé des liens juridiques. Donc, on fait comme une sorte de triangle comme ça, et il y a l'acheteur, le vendeur et le courtier. Alors, le courtier est lié à l'acheteur par contrat d'achat. Donc, toutes les conditions concernant la commission, ça leur appartient à eux. Puis, l'acheteur est lié au vendeur par la promesse d'achat, c'est juste pour voir qui suit. Donc, ils sont liés par la promesse d'achat. Et dans la promesse d'achat, ben, il n'est pas question de commission. Alors, donc, avec ton acheteur, tu vas tout simplement lui dire, ben, pour cette transaction-ci, parce qu'elle s'est réalisée selon les conditions de la clause 6.1 du contrat, parce qu'une visite a eu lieu, qu'elle a amené à la transaction, etc. Donc, tu vas facturer l'acheteur pour la commission. On va envoyer la facture chez le notaire au nom de l'acheteur et il va simplement payer l'agence qui va te redonner ton argent. Maintenant, si l'acheteur n'a pas les moyens de payer ta commission et qu'il souhaite la financer,
c'est possible, pour autant que le montant ne dépasse pas la valeur normale, parce que sinon c'est la SCHL qui ne prêtera plus ou n'interviendra plus ou demandera une assurance particulière, même pas, peut-être même pas. En fait, quand ça dépasse la valeur du marché normal, parce que la commission est gonflée, ils refusent d'assurer les prêts. Donc, du moment que c'est correct, puis que c'est dedans, on va utiliser à ce moment-là l'annexe R, l'annexe résidentielle, avec la clause 2.5. C'est celle qui donne instruction au notaire, où l'acheteur et le vendeur s'entendent pour que le notaire paye la facture de l'acheteur, à même les sommes remises par l'acheteur au vendeur. Puis c'est très très simple. L'acheteur va à la banque, il sort 500 000 $ de son compte en banque avec sa carte, il met ça dans un sac, il arrive chez le notaire, il ouvre, au moment où le vendeur veut prendre les 500 000, l'acheteur lui tape sur la main, il dit « Attends, c'est pas ton argent, c'est le mien. Tant que j'ai rien signé, ça m'appartient. » Lui, il ouvre le sac, prend l'argent, te le remet et dit « Merci pour ton bon travail. » Il ferme le sac et il tend le reste au vendeur, il dit « Ça, c'est ce qui reste, c'est à vous. » Il y a 480 000 $ là-dedans. Et donc, quand on va faire le calcul à l'annexe R, et c'est une recommandation de l'OACIQ, lorsque vous allez présenter l'offre d'achat à l'AVPP avec une commission incluse dans le prix financé, vous ne présentez pas le montant de 500 000 qui est en fait un coût d'acquisition pour l'acheteur, vous présentez le montant de 440 000 qui sera calculé au bas du tableau de la section 2.5. Est-ce que je m'exprime bien? C'est clair pour vous? Oui, c'est clair. Mais donc, vous allez présenter l'offre en disant « Mon acheteur vous offre 440 000 », puis vous verrez qu'on a bidouillé des trucs. Là, on a monté ça de 20 000. C'est une question de financement, mais ça regarde la banque. Vous allez vraiment avoir 480 dans vos poches. Donc, le prix dans la promesse d'achat? Il est à 500. 1 million, OK, 500 000. Le prix dans la promesse d'achat. Oui. C'est ça qu'on va présenter. Mais non, entre-temps, non, Manuela, je me suis mal exprimé, je m'excuse, je recommence. En 4.1, on va écrire 500 000. OK. À l'annexe R, on va écrire 500 000 moins 20 000 égale 480 et on va présenter 480. On va présenter, mais dans la promesse d'achat, c'est marqué 500. Exact. Quand tu vas faire la présentation d'offre d'achat, tu vas mettre l'annexe R en premier pour dire mon client vous offre 480. Vous allez voir, on a écrit 500 dedans, mais c'est parce qu'il finance ma commission. Donc, ce 500, c'est destiné à la banque. Oui. OK, parfait. Ça va? Mais est-ce que quand on prend le contrat de courtage d'acheteur, est-ce qu'on doit mentionner notre commission ou si on travaille, si je travaille, encore une fois, si je travaille avec du proprio. Oui. Natalia, la commission, ça t'appartient. C'est à toi et selon les liens juridiques, ça concerne le contrat que tu as signé avec ton acheteur. Tu n'as pas à divulguer ça au vendeur. Ça t'appartient, c'est privé. D'accord? Non, je comprends. Mais est-ce que, parce que présentement, on signe le contrat de courtage avec acheteur. On visite par rapport au centrisme, il n'y en a pas de problème, mais il y a mon client, il m'a demandé quelques propriétés visitées avec du proprio. Oui. Avec le du proprio, vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui veut en rentrer dans la situation. Est-ce que dans les contrats de courtage avec mon acheteur, je dois mentionner si, par exemple, dans la situation que le vendeur qui travaille avec du proprio, il ne paye pas ma commission. Il ne payera pas ta commission. Oui, il oui. peut pas payer ta commission. De temps en temps, oui. De temps en temps, on a la collaboration. Mais de temps en temps, non. Mais est-ce que je dois mentionner ça dans les contrats de courtage achat? Déjà mentionné. Okay. Si tu me permets de répondre, Pascal. Oui. Il y a 3 situations qui peuvent se présenter à toi, Natalia. Si tu es dans cette situation-là, tu veux acheter une maison privée, OK? Puis tu as un contrat achat avec ton client. Si tu remarques dans le contrat achat, la clause qu'on a fait un peu allusion tantôt, la 6.2, mentionne clairement que si la commission est prévue sur le contrat vente sur Centris, OK, ce montant-là sera réduit de la commission que je réclame de mon client. OK? Alors, les 3 scénarios que tu peux avoir avec
du proprio. Premièrement, le premier scénario, est-ce que la commission va être payée par le vendeur? OK? Je donne un exemple. Là. Il vous dit, amène-moi un client que je veux te donner 2%. À ce moment-là, avec ton contrat achat, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire au vendeur que oui, moi j'ai un contrat achat qui me donne 2% avec mon acheteur. Dans la section 2.5, tu vas remplir les montants, puis tu vas dire que le 2% que tu m'as promis, ça va être réduit de ton prix d'achat qu'on a mis sur la promesse d'achat dans la clause 4.1. OK? Alors, ça, c'est garanti. Aussitôt qu'il signe, il s'engage devant le notaire à payer ce montant-là directement chez le notaire. Ça va être versé directement à l'agence, puis l'agence, elle va envoyer une facture chez le notaire pour que toi, tu sois payé pour le 2% parce que le vendeur a accepté de payer le 2%. L'autre scénario, c'est que non, il ne veut pas payer le montant. Il va dire, moi, je m'occupe de rien, c'est à vous de régler ça avec votre client. Vous utilisez quand même le 2.5, mais là, avec le contrat achat, on peut envoyer une facture chez le notaire, puis le notaire, il va réduire, il va demander à l'acheteur d'ajouter le 2% sur le montant d'achat. Mais peut-être une fois, ça arrive qu'il n'y a pas le cash sur lui. C'est ça le scénario que Pascal avait donné aussi. C'est qu'on peut ajouter le 2% sur le montant d'achat, mais on remplit quand même le 2.5, puis on va dire, moi, tu veux 480, moi, je veux t'offrir 20 000 de plus, mais les 20 000, je veux les récupérer chez le notaire parce que l'acheteur, il veut ajouter ça sur le prix d'achat. Alors, les trois scénarios, ils peuvent exister, oui, mais le 2.5, c'est primordial à remplir avec le contrat achat pour que le notaire sache où aller telle partie de l'argent avant de donner ça au vendeur directement. 2.5 de l'annexe R, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Okay. D'accord, ça veut dire que quand on remplit le contrat de courtage d'acheteur, on n'est pas obligé de spécifier par rapport au dit proprio. Non, 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 parce que le contrat achat, ça peut être n'importe quel achat. Okay. N'importe quel achat, mais il y a une exception que si jamais vous avez de l'argent que vous allez recevoir d'un autre courtier, ce montant-là, il va être réduit du montant que vous avez dans le 6, la partie 6 de votre contrat achat. Disons, je donne un exemple. Vous avez signé 2,5 avec votre acheteur, puis là, le courtier inscripteur sur Centris, il vous donne 2%. Vous avez le droit de réclamer un autre 0,5 additionnel qu'on envoie de l'agence pour que l'acheteur l'assume. Vous avez le droit de le réduire, mais il faut faire une modification pour dire comme quoi ma commission, c'est seulement 2%. Je ne sais pas si c'est correct, ça va être du cas par cas, mais vous avez le droit, si vous avez un montant qui est marqué dans la partie 6 de votre contrat, disons vous mettez 2,5%, 3%, 4%, là vous avez une partie qui est couverte par Centris avec le courtier inscripteur. Alors, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez faire avec le restant. Est-ce que vous voulez envoyer une facture de plus ou vous voulez réduire votre commission puis garder ce qui est offert de l'autre côté? C'est votre choix aussi. Est-ce qu'on est obligé d'écrire le pourcentage oui. Ou absolument on doit écrire le pourcentage? Absolument, parce que s'il n'y a pas de pourcentage sur le 6.2, votre contrat est annulé automatiquement. OK, parfait. Voilà, c'est ça qu'est-ce que j'aimerais savoir. J'ai encore une question, Rémi. Il a encore une question. Est-ce que, en mettant sur le contrat, mettre la condition du notaire instrumentaliste, c'est-à-dire condition dans les promesses d'achat? Mais je n'ai pas compris c'est quelle condition que vous voulez ajouter. Votre micro est... je ne me souviens plus dans lequel, mais c'est noté, par exemple, quand on fait une promesse d'achat, il y a le notaire instrumentaliste qui doit s'occuper de tous les détails, répartition. Je m'excuse, il faut que j'entende la question pour être capable de répondre, Rémi. Tu peux m'appeler après si tu veux. Oui, oui, ok. C'est bon? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est terminé? Mais c'est sûr qu'on a d'autres questions, mais pour le moment,
On Quel rapport doit, avec la formation d'aujourd'hui? on doit quand même vérifier qu'est-ce qu'on a comme des questions. Après, bien regarder le contrat de C'est ça. courtage d'achat. C'est ça. Puis, ma suggestion, vous avez une formation de l'APSIC, OK, qui est si vous allez sur votre profil l'APSIC, puis vous allez dans la section formation, il y a une formation qui est spécifiquement pour la cause-efficiente de la vente. Je vous conseille, ça coûte, je pense, 10 ou 15 piastres pour la formation si vous voulez la faire. Puis vous avez un UFC avec ça, là, c'est moins cher que l'OSIC. Mais je vous conseille fortement parce qu'il y a des choses que peut-être ça va vous surprendre sur quelques scénarios qui sont abordés dans cette formation-là. Je vous conseille fortement à le faire. Puis elle est récente parce qu'il y a eu des changements dans la loi. Puis on parle dans les changements de la loi. Alors, je vous conseille fortement à faire cette formation-là. Ça va donner une idée plus claire. Puis ça va augmenter un peu la valeur de votre travail, que ce soit face à l'autre courtier ou à vos clients. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si on peut fermer la connexion. On vous remercie beaucoup pour votre support. On était très nombreux. Et j'apprécie beaucoup votre présence tout le temps. Merci à vous. Merci Et à je vous. vous souhaite une bonne journée à tous.